Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être avec nous sur Rhizo Anatomia. Nous allons parler aujourd'hui du plexus brachial et commencer à aborder la neurologie du membre supérieur. Le plexus brachial désigne les différentes neurofibres issues de C5 à T1 qui vont ensuite s'anastomoser, c'est-à-dire communiquer, pour donner les différents nerfs majeurs du membre supérieur. Nous allons tout de suite détailler son anatomie avec un schéma de présentation. Donc le plexus brachial, son origine, on l'a dit tout à l'heure, c'est de C5 à T1. Donc les nerfs, les différentes racines nerveuses vont dans un premier temps sortir des foramens de conjugaison, passer ensuite sous le bord inférieur de la clavicule, avec un rapport étroit avec la première côte notamment, ensuite cheminer dans la fosse axillaire, et c'est dans cette fosse axillaire que va terminer le plexus brachial par ses branches terminales qui correspondent aux différentes branches nerveuses responsables de l'innervation du membre supérieur, donc de l'avant-bras, de la main et de l'épaule. Détaillons à présent sa configuration. Nous allons dans un premier temps décrire comment les différentes branches nerveuses s'anastomosent et vont donner les différents tronc nerveux responsable de l'innervation du membre supérieur. Donc ça reste en vue antérieure, ici on sera en haut et ici en dedans. Donc dans un premier temps, on va dessiner les vertèbres cervicales de manière assez schématique, car c'est à leur niveau que vont émerger les différentes racines nerveuses. Ici nous aurons la racine C4, la vertèbre C4, C7, T1 et T2. Donc maintenant, les différentes racines nerveuses. Avec entre C4 et C5 émerge la racine C5. Entre C5 et C6 émerge la racine C6. Entre C6 et C7, la racine C7. Entre C7 et T1, la racine C8, et enfin entre T1 et T2, la racine T1. Dans un premier temps, les racines nerveuses, en fusionnant, vont former ce qu'on appelle des troncs. Une fois que les racines seront passées en dehors du trait, on ne parlera plus de racines, mais bel et bien de troncs. Et ces troncs sont configurés de la manière suivante. On va avoir le tronc supérieur qui va être formé par la réunion des racines C5 et C6. La racine C7, elle, va former le tronc moyen à elle toute seule. Et enfin, les racines C8, T1, comme les racines C5, C6, vont s'anastomoser pour former le tronc inférieur du plexus brachial. Ces troncs, une fois formés, vont donner chacun une branche antérieure qu'on va représenter en jaune. Donc ici, la branche antérieure du tronc supérieur, la branche antérieure du tronc moyen, la branche antérieure du tronc inférieur. Les branches postérieures seront, elles, représentées en orange clair. Eh bien, c'est la même configuration. La branche postérieure du faisceau supérieur, la branche postérieure du faisceau moyen, la branche postérieure du faisceau inférieur. Donc les branches antérieures, comme les branches postérieures, on a commencé à le voir, vont s'anastomoser. Vous allez avoir les deux branches antérieures des faisceaux supérieurs et moyens qui vont s'anastomoser. La branche antérieure du faisceau inférieur, elle voyage toute seule. Ces réunions entre les branches antérieures et postérieures vont être appelées faisceaux. C'est notamment à partir de ces faisceaux
que naîtront les branches terminales du plexus brachial. Parmi ces faisceaux, nous avons le faisceau latéral, qui va naître des deux branches antérieures des faisceaux supérieurs et moyens. Le faisceau postérieur qui est issu de toutes les branches postérieures des différents faisceaux. Et enfin le faisceau médial qui, lui, va être issu, formé uniquement par la branche antérieure du faisceau inférieur. Et c'est à partir de ces faisceaux, que vont naître les branches terminales. Le faisceau latéral donnera notamment le nerf musculo-cutané, qui sera responsable d'une part de l'innervation motrice des muscles de la loge antérieure du bras, et il va terminer en une branche sensitive qui sera le nerf cutané latéral de l'avant-bras. Le faisceau latéral va donner également la racine latérale du nerf médian, qui sera issue d'une part du faisceau latéral et d'autre part du faisceau médial qui va donner sa racine médiale. Le faisceau postérieur va donner deux branches terminales. Il va donner le nerf axillaire, qui va rester cantonné à la région du moignon de l'épaule, et le nerf radial, qui aura pour fonction d'innerver d'un point de vue moteur et d'un point de vue sensitif toute la région postérieure du bras et va finir au niveau du poignet notamment. Et enfin, le faisceau médial va donner, en plus de la racine médiale du nerf médian, le nerf ulnaire, qui va notamment s'occuper de la région médiale de la main et de l'avant-bras, et les nerfs cutanés médiaux du bras et de l'avant-bras, qui, comme leur nom l'indique, vont régir l'innervation sensitive de la partie médiale du bras et de l'avant-bras. Ça, c'était pour les branches terminales. Le plexus va également donner des branches collatérales qui vont s'occuper des muscles de l'épaule et de la région de l'orifice supérieur du thorax. On va, parmi ces branches collatérales, avoir des branches antérieures et des branches postérieures. Donc les branches collatérales, on va les faire en marron. Nous allons commencer par les branches postérieures. Parmi elles, la première branche collatérale sera directement issue de la racine C5. J'ai nommé le nerf dorsal de la scapula, qui va notamment régir l'innervation motrice de l'élévateur de la scapula et des muscles rhomboïdes qui sont situés sur la partie postérieure de la scapula. On va avoir une autre branche collatérale qui sera, elle, issue des racines C5 et C6. Le nerf thoracique long, qui va notamment régir l'innervation du muscle grand dorsal et du muscle dentelé antérieur, qui sont plus des muscles du rachis que des muscles de l'épaule, mais ils ont un impact tout de même. Ensuite, donc, on continue sur les branches postérieures avant de décrire les branches antérieures. Issues du tronc moyen du plexus brachial, vous allez avoir le nerf suprascapulaire. On continue sur les branches postérieures. Il nous reste 3 branches collatérales postérieures à décrire. Elles seront toutes issues du faisceau postérieur et du faisceau moyen du plexus brachial. On aura en dedans le nerf du subscapulaire. Ensuite, en avant, ou plutôt en latéral, on aura le nerf du grand rond. Et enfin, le nerf thoraco-dorsal, qui va également innerver le muscle grand dorsal. Nous allons maintenant décrire les branches collatérales antérieures, qui sont au nombre de 3. Le faisceau supérieur du plexus brachial va donner le nerf du sous-clavier, qui, je le rappelle, relie la face inférieure de la clavicule à la première côte. Puis, nous allons avoir 2 autres branches collatérales antérieures, une issue du faisceau supérieur du plexus brachial, une autre issue du faisceau latéral.
Ces deux nerfs vont présenter une anastomose en forme d'anse. On appelle ça l'anse des pectoraux, qui sont formés par le nerf pectoral latéral et médial, qui, comme leur nom l'indique, vont innerver les muscles grands et petits pectoraux. Certains auteurs parlent d'un troisième nerf pectoral qui serait le nerf pectoral supérieur, qui serait issu du faisceau supérieur du plexus brachial. Donc si on s'attarde un petit peu sur ce schéma, on remarque qu'il y a de nombreuses branches. Le meilleur moyen d'apprendre le plexus brachial, c'est bien entendu de partir du début et de structurer la pensée. Elles sortent des neurofibres issues de ces 5 AT1 qui vont former des troncs qui eux-mêmes vont former des faisceaux et qui enfin vont donner les branches terminales. Une fois qu'on a les branches terminales, il nous reste à placer les branches collatérales. En répétant le dessin dans cet ordre-là, on finit par retenir toute l'anatomie du plexus brachial. En termes de pathologie, le plexus brachial peut bien évidemment être touché par les pathologies du rachis, notamment les lésions arthrosiques en regard des étages vertébraux d'où émergent les racines, des pathologies discales. Donc si vous avez notamment, ici c'est un disque intervertébral, si vous avez une petite hernie ici, sur certains mouvements de tête, notamment les rotations, on peut irriter une racine du plexus brachial qui donnera alors des paresthésies et des douleurs neurologiques dans l'intégralité du trajet en question. On peut également avoir une complexion du plexus brachial, notamment sur le faisceau inférieur, par une tumeur du dôme pleural. Ici, c'est la partie supérieure du poumon. Si vous avez une tumeur sur le dôme pleural, vous pouvez avoir une compression radiculaire du faisceau inférieur du plexus brachial. On appelle ça le syndrome de Pancoast-Tobias. En termes de pathologie, vous avez souvent des étirements du plexus brachial à la naissance. Étant donné qu'on doit passer d'abord la tête puis ensuite les épaules, il peut y avoir des phénomènes d'étirement du plexus brachial qui sont notamment évoqués lors d'accouchement. Vous pouvez avoir également, on parlera d'autres pathologies sur le dessin suivant. Simplement, je termine en ajoutant une dernière chose. Vous avez donc la racine C4, donc qui est située en haut du plexus brachial, qui donne une anastomose comme ceci. Or, la racine C4 innerve également le muscle diaphragme par l'intermédiaire du nerf phrénique. Vous allez avoir des pathologies viscérales, type une inflammation de la vésicule biliaire, une cholécystite, qui va donner, grâce à ce lien neurologique, des douleurs projetées dans l'épaule droite. Vous pouvez avoir le même phénomène, notamment avec le foie et l'estomac. Après avoir du coup décrit la configuration du plexus brachial, nous allons maintenant voir ses rapports. Nous sommes sur une vue antérieure. Donc ce sera la même orientation. Nous avons donc une vue antérieure de l'orifice supérieur du thorax et de l'épaule, d'où vont donc émerger les nerfs responsables de l'innervation du membre supérieur, à savoir le plexus brachial. Donc en regard de l'osioïde ici, vous avez
la racine C4. Et c'est entre C4 et C5 que vont émerger les premières racines nerveuses. C8 et enfin T1. Et on peut donc recalquer la configuration, en tout cas le début de la configuration anatomique du plexus brachial. C'est assez volumineux à la dissection. On sent que ces nerfs-là sont assez importants, on pourrait les tenir dans un point. Ils vont donc traverser, après leur sortie du foramen de conjugaison, les muscles scalènes antérieurs et moyens qui sont représentés juste ici. Donc ils vont les traverser. Donc ces muscles-là sont notamment moteurs de la rotation et de la flexion cervicale. Évidemment qu'un spasme de leur part pourrait irriter l'intégralité du plexus brachial. Alors j'ai détaillé la configuration sur le schéma d'avant. Pour des raisons évidentes, je ne vais pas non plus détailler toutes les branches antérieures, postérieures, etc. Voilà, ces nerfs-là, après, vont tous cheminer vers le bas. Et ils vont le passer le bord inférieur de la clavicule pour aller gagner la fosse axillaire. Donc la fosse axillaire, on commence à y aller ici. Donc ici, je fais le faisceau latéral avec la racine latérale et médiale du nerf médian. Le faisceau médial avec les trois branches. Et le faisceau postérieur, il sera en arrière. Donc le plexus brachial ici a passé le bord inférieur de la clavicule et est au niveau de la fosse axillaire. La fosse axillaire, c'est quoi? C'est cet espace qu'on va circonscrire en bleu, donc qui est limité par le muscle petit pectoral, le muscle subscapulaire en arrière, le gris costal et le dentelé antérieur en dedans. Cette partie-là est appelée la fosse axillaire. Eh bien, le plexus brachial va cheminer dans cette fosse axillaire. Et parmi ces rapports importants, nous n'avons pas encore parlé de l'artère subclavière. En effet, l'artère subclavière, donc, elle va naître à gauche du tronc, à droite pardon, du tronc artériel brachiocéphalique. À droite, elle va directement naître de la crosse de l'aorte. Eh bien, l'artère subclavière va également traverser le scalène antérieur et moyen à ce niveau-là. Entre la clavicule et la première côte, entre les scalènes antérieur et moyen. Et elle va être en rapport intime avec le plexus brachial. Alors, sur ce schéma, j'anticipe les éventuels détracteurs. Normalement, le plexus brachial va vraiment vers le bas, comme ceci, et va rejoindre la clavicule à ce niveau-là. Pour des raisons de compréhension, j'ai préféré le mettre en latéral, mais évidemment que le plexus brachial, si on voulait le faire vraiment fidèlement, on le représenterait ici. Voilà, sans détailler les faisceaux pour l'instant. Il va en fait rejoindre l'artère subclavière à ce niveau-là. Et ensuite, vous aurez les faisceaux. Donc il est en contact assez étroit avec l'artère subclavière. L'artère subclavière peut également être comprimée par un spasme des scalènes, notamment antérieur et postérieur, et également au niveau de la pince costo-claviculaire, qui peut donner donc ce syndrome du défilé costo-claviculaire, peut donner d'une part des paresthésies si c'est le plexus brachial qui est touché, ou d'autre part des engourdissements dans les membres supérieurs, caractéristiques d'une compression vasculaire. Donc un spasme des scalènes peut provoquer
ce genre de symptomatologie. Ensuite, une fois que le plexus brachial a passé la fosse axillaire, il va donc se distribuer en branches terminales qui vont ensuite adopter leurs différents trajets. Et dans les prochaines vidéos, nous allons notamment aborder l'anatomie des différentes branches terminales. Nous avons fini pour le plexus brachial. Si vous avez des interrogations sur des pathologies ou sur quelque chose que vous n'avez pas compris, vous n'hésitez pas à le décrire dans le lien de la vidéo. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt sur Iso Anatomia.